Bonsoir à tous, il est 20h, 20h le bonheur. Je suis très heureux de vous retrouver. Écoutez, 20h le bonheur, c'est maintenant sur Radio Armada. Je suis accompagné de Robert Cinéphile. Bonsoir. Que du bonheur. Bonsoir mon Robert, comment vas-tu? Impeccable. Impeccable. Un plaisir de se retrouver. Exactement, mais moi aussi. En tout cas, nous sommes en direct et nous avons un invité vraiment magnifique qui s'appelle Jérôme Anger, un acteur, un réalisateur, un scénariste, un producteur. Comment vas-tu? Comment allez-vous Jérôme? Ça va très bien, vous. Voilà, en tout cas, c'est du bonheur de vous recevoir. Allez, les news en ce moment, comment ça se passe? Les news, comment ça se passe? Je suis en train d'écrire un spectacle, un seul en scène, voilà. Un seul en scène, oui, c'est ça, je voulais en entendre parler justement. Et puis j'ai un autre projet qui est plus complexe, mais qui est en train de se faire. Je suis sur une coproduction pour un premier film de cinéma en tant que producteur. D'accord. C'est une nouvelle aventure. Mais là, avant de commencer, on va commencer un petit peu votre carrière. Au début, en fait, vous êtes né à Paris, vous grandissez dans les années 60, vous êtes fils et petit-fils de cheminot. Un métier noble et dur. Qu'est-ce qui vous a marqué et avez-vous de la nostalgie de cette enfance? Nostalgie de cette enfance? Non, pas vraiment. Non. Je vais être sincère, non. Qu'est-ce qui m'a marqué? L'esprit de ponctualité. Ça, mon père m'a traumatisé avec ça. Ah oui. Sa grande phrase, c'était avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Bon, c'est plus le cas maintenant, Oui. quand on prend le train, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et ça m'a traumatisé. Enfin, je veux dire, il fallait partir un quart d'heure avant, même si on prenait le train qui était à 10 mètres. Enfin, bon, voilà, c'était... Tout était chronométré? Chronométré. Totalement. Mais il avait ça en tête, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de montre ni rien. C'était un chronomètre à lui tout seul. Ah oui, voilà. C'était impressionnant, donc quand même d'avoir un père... Et la deuxième chose qui m'a marqué, je suis désolé, je parle un peu. Oui, mais c'est bien. C'est que, en fait, comme il était donc à la SNCF, et il était muté tous les 2 ans. Donc, ce qui fait que moi, j'allais à l'école 2 ans et je partais, et j'allais à l'école 2 ans et on changeait. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas... Non. Voilà. Et donc, voilà, je suis un nomade. J'ai eu je me suis structuré d'une façon nomade. Je pense qu'on y reviendra, donc oui, voilà. tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis ça. C'est surtout qu'en plus de partir de ville en ville, un peu, comme dirait la chanson, ça devait pas être évident aussi, parce qu'on perd ses copains, ses copines, on s'envoie les cartes postales. Ben non, à l'époque non. Quand on est un enfant, il n'y a pas de carte postale ni rien. Non, c'était au revoir et adieu, quoi. Et vous en avez revu peut-être, non? Alors plus tard, dans les années après, oui. Dans les années, Jules les premières années. Ouais. En tout cas, vous passez un bac scientifique, un BTS de commerce. Et quel était l'élément déclencheur de cette période pour suivre des cours justement du Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris et avec les cours Périmonie? Vous êtes bien enseigné. L'élément déclencheur, en fait, il est très tôt, l'élément déclencheur. Je n'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire autre chose. Lorsque j'ai conceptualisé et conscientisé, je ne sais pas si on dit ça, je devais avoir 7-8 ans. Et je savais que je voulais faire ça. Oui. Je savais que de toute façon, je serais, entre guillemets, artiste. Je ne sais pas si un acteur doit être considéré comme un artiste, puisqu'il est interprète, oui. mais je savais que... Vous saviez déjà votre voix. Toutes les études que j'ai faites, c'était parce que mon père me poussait à ça. Oui. Puis après, j'ai honte, mais c'est vrai. Non, il n'y a pas de honte, mais juste, ça vous a servi à la fois aussi. Ah oui, non, mais bien sûr. Parce que c'est important de faire des études aussi, de commerce, hein, quand même. Oui. Ça permet peut-être à la date d'aujourd'hui d'approfondir un peu plus. Oui, de savoir compter. Savoir compter. C'est bien, c'est important. En tout cas, vous en êtes sorti avec une carrière qui commence au cinéma, avec Alain Resnais, dont la vie est un roman. Comment l'avez-vous rencontré? Et comment en fait, vous avez plu, en fait, qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario pour ce premier rôle? Alors, c'est très prétentieux de dire que qu'est-ce qui m'a plu dans le scénario. C'était le tout premier tournage un des premiers tournages que je faisais. Je crois que j'ai rencontré Alain Resnais. Il y a eu un casting et voilà. J'ai pas eu à accepter le scénario. C'est lui qui a accepté. Oui. Donc il n'y avait pas le choix. Et puis j'avais un rôle, ce que j'appelais à l'époque un rôle à tchoum. Hein, c'est-à-dire que si vous éternuez au moment où je dis ma réplique, vous m'avez loupé. Hein, faut pas. C'était vraiment les débuts. Mais c'est un film qui a énormément compté pour moi. Oui. Ça se voit. D'abord parce que j'ai eu la chance d'être sur le plateau. Il y avait Azéma, il y avait Arditi, il y avait tout ça. Et surtout, il y avait un monsieur
Grâce à qui j'ai sans doute aussi choisi ce métier, qui a compté énormément pour moi, c'est monsieur Vittorio Gassman, que j'ai rencontré là-bas et avec lequel j'ai travaillé après à Florence, dans son école. On a joué au théâtre là-bas, j'ai joué à Paris avec lui. Enfin voilà, c'est tout ça est parti de ce petit moment sur un film d'Alain Resnais. Oui, et puis c'est surtout La vie est un roman, on peut le dire que c'est vrai et que c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Oui. Vous rencontrez Philippe Labro, Nadine Trintignant, de belles rencontres. Qu'est-ce qui vous ont appris, surtout avec Rive Droite, Rive Gauche, Philippe Labro, Forum des Halles, l'été prochain avec Nadine Trintignant? Alors, c'est deux expériences différentes, si je peux me permettre. Oui, justement, c'est pour ça. Philippe Labro, franchement, c'est pareil qu'Alain Resnais. Je veux dire, je dois avoir 4 répliques dans le film. Je me souviens que c'était avec Nathalie Baye, j'étais terrorisé, c'était dans un bar, je crois même que je la draguais, donc j'avais honte d'oser draguer. Est-ce que vous, à l'époque, vous êtes rendu compte que vous étiez avec Nathalie Baye ou, Bien sûr. Voilà, impressionné. Impressionné. Elle était là en face de moi et moi je faisais l'espèce de jeune homme étudiant en médecine un peu prétentieux et qui se dit tiens je vais la draguer. Et évidemment, elle me bâchait complètement. Elle vous a sorti les petits mouchoirs, en fait. J'étais très, très, très intimidé. Ça, c'est le souvenir que j'en ai. Après, avec Nadine, ça, c'est autre chose, parce qu'en fait, Nadine, on s'est rencontrés. J'habitais pas loin de chez elle, et j'étais au conservatoire à l'époque. Il y avait Francis Giraud, qui était professeur, et Francis était un ami de Nadine. Il lui avait parlé de moi, elle avait voulu me rencontrer, je l'avais rencontré. Et en fait, elle m'a fait faire un petit bout d'essai dans un petit court-métrage qu'elle avait réalisé à l'époque pour les Halles dans Paris. Tout à fait. C'était la promotion des Halles. Donc des Halles. Et alors, le summum, c'est que je jouais le rôle du metteur en scène. C'était assez amusant, vu que j'avais jamais pas fait grand-chose. Et ensuite, après, elle m'a pris dans le titre, j'ai oublié. L'été prochain. L'été prochain, voilà. Et puis, alors pareil, j'ai eu la chance, je faisais le fiancé de Marie, Trintignant, sa fille, et j'ai eu la chance donc de connaître Marie, et on s'est... nos vies ont été parallèles et on était très 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 liés pendant plusieurs années. Après, la vie a fait qu'on s'est séparés et puis il y a eu les drames qui sont arrivés. Mais j'ai vraiment partagé des grands moments avec Marie. J'adorais Marie. Ça a été très dur pour Nadine. Voilà, ça a été quelque chose de très marquant pour tous les téléspectateurs et tous les artistes français et même à l'étranger, parce qu'il faut savoir que la famille Trintignant est très connue. Oui. C'est des grands acteurs. Vous partagez justement cette affiche avec des comédiens comme Nathalie Baye, Carole Bouquet, Gérard Depardieu. Quand on est au début d'une carrière, je trouve que... est-ce que vous avez réalisé l'opportunité que vous aviez à cette époque-là? Où vous étiez complètement imprégné, baigné dedans dans ce côté cinématographique? Non. Je me disais à chaque fois, j'ai une chance extraordinaire d'être en face de ces gens-là. Enfin, je me suis retrouvé dans des situations étonnantes. Vous êtes jeune acteur, vous avez 3 poils au menton, et puis... Bon, comme souvent sur les tournages, et même déjà à l'époque, je me retrouve à côté de Philippe Noiret et de Jean-Louis Trintignant, et on est tous les 3 en train de se changer, et on est tous les 3 en slip et en chaussettes, et je suis là en train de me dire, mais c'est Jean-Louis Trintignant et Philippe Noiret, quoi. Et tout ça se passe dans un état d'esprit de cordialité, bonne franquette, joyeux, de camaraderie. Je me disais, mais quelle chance t'as de vivre ces moments-là. Pas parce que j'ai vu leur slip, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est tellement une intimité d'un seul coup avec des gens qu'on voit normalement à l'image, et c'est étonnant, quoi. Mais qu'est-ce qui vous aurait dit, en fait? Qu'est-ce qu'ils vous disaient un petit peu, ces acteurs? Ils vous ont donné des messages de la vie? Ah oui, je me souviens. Alors j'ai une autre anecdote, mais qui est un peu plus tard, mais j'ai tourné un premier rôle. C'était pour le cinéma aussi, mais... Parce que j'ai fait plus de télé que de cinéma, hein, faut bien l'avouer. Mais c'était la question d'après? Non, pas après, mais juste un peu à plus tard. Et c'est vrai que vous avez fait plus. Ouais. Mais bon, j'ai quand même fait un film. Et est-ce que c'était là aussi, il y a des moments. Mais moi, je crois beaucoup. J'ai cette phrase qui me revient tout le temps. Je crois que je vous l'ai déjà dite. C'est que tout est écrit pour qui sait lire. Oui. Voilà. C'est une. Bien dit, ça. C'est dans le corps. Hors antenne, vous m'avez dit ça. Tout est écrit pour qui sait lire. Et j'ai tourné ce film. Voilà, j'avais le premier rôle. J'étais la petite vedette, entre guillemets. Hein. Et je me souviens, parce qu'après, il y a eu les affiches. C'était l'époque où on peignait les affiches sur les Champs-Élysées.
Oui. J'ai des photos encore de ça avec moi peint en, je sais pas, 12 mètres de haut. Enfin, c'était hallucinant. J'ai pas connu ça, mais mon père a connu ça et il m'expliquait. J'ai pas connu ça. Si c'est pour me faire remarquer que je suis plus âgé que vous, je trouve ça assez déplacé. C'est vrai. Je sens qu'on est en train là. On est en train de déborder. La discussion est en train de virer. Exactement, mais bon, c'est juste une question de TVA. Oui. Et non, ce que je voulais terminer parce que c'est vraiment une j'adore Jean-Louis Trintignant. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cet homme. Et l'acteur et l'homme. Et donc je tournais ce film, premier rôle. Je me la pétais pas, mais bon. Et je me souviens encore une fois, on tournait dans la campagne et il fallait que je conduise une voiture. Et Jean-Louis, il y avait quelqu'un de sa famille qui était sur le film. Il est venu le voir. Et je me suis retrouvé dans cette situation hallucinante, je veux dire, où j'étais dans ma voiture, là, petit comédien à conduire la voiture seul, avec un talkie-walkie, vous voyez, la caméra est à 200 mètres, bon, bref. Et à côté de moi, qui faisait le barrage sur la route? Jean-Louis Trintignant. Donc, c'était le mec qui faisait ma sécurité, c'était Jean-Louis Trintignant, quand même. Et là, on a discuté, il était appuyé sur ma portière, on a discuté, parce qu'il est comme ça. Voilà, c'est des moments, je sais pas. Enfin, moi, ça m'a marqué, j'en parle encore. Bien sûr, bah oui, puis bon, un homme comme Trintignant. Et avec la simplicité qu'il a. Simplicité. Il a une simplicité. Absolument. Exactement. Et c'est là où il m'a dit cette phrase extraordinaire, je suis désolé. Non. Il m'a dit, je vais te dire une chose, Jérôme, il n'y a pas de mauvais acteurs, il n'y a que des mauvais réalisateurs. Cette phrase, je m'en suis toujours souvenu. Je pense qu'il avait redit cette phrase dans une cérémonie une fois. Sans doute. Si c'est pas les Molières ou les Césars, un truc comme ça, il avait ressorti. Voilà. Ouais. Et ça avait marqué aussi le monde du cinéma. En tout cas, en 92, c'est la révélation du grand public. Donc là, c'est la série Julie Lescaut avec Véronique Jeunesse. Vous jouez le rôle de l'inspecteur Trémois. À suivre le docteur Sylvestre, l'inspecteur, vous devenez médecin avec Maria Pacôme, Marthe Villalonga. Si vous deviez refaire une suite de ces séries, accepteriez-vous de continuer sans hésiter? Oh non, sincèrement non. Non, c'est derrière, c'est fini, on passe à autre chose. Oui, mais j'en garde des souvenirs merveilleux. Julie Lescaut, il y avait toute cette équipe, vous avez reçu Alexis, il y avait Mousse Diouf la semaine dernière. On était toute une famille, il y avait Jean-Paul Rouve, petit acteur débutant, très timide, on se parlait souvent et tout, et voilà, enfin c'était une petite famille et c'était super sympa. Moi après j'avais, faut le dire, d'autres ambitions et j'avais envie d'autre chose. Et donc j'ai été faire Docteur Sylvestre et là j'ai eu cette chance là aussi, mais c'est tout le bonheur de ce métier-là. J'ai rencontré ces deux femmes extraordinaires, Maria, deux tempéraments complètement différents. Totalement. Oui. Mais voilà, c'est pareil, quoi. La chance de travailler avec ces femmes-là, avec Maria et puis avec Marthe, quoi. Oui, parce qu'ils ont. Moi, je garde ça des tournages, en fait. Ils ont commencé. Au départ, c'était Marthe. C'était Maria. Et après, c'est passé à Marthe qui l'a remplacé et tout. Oui. Vous avez aimé les deux ou vous avez plus l'un ou l'autre? Enfin, c'était différent. C'était vraiment différent. C'était différent. Pour la fête, j'ai préféré Maria. D'accord. Oui, on avait... Enfin bon, je ne vais pas partir là-dedans parce qu'on ferait une émission de 5 heures. Mais on avait plein d'anecdotes. Il y a plein d'anecdotes, oui. Puis... Avec Marthe, c'était plus affectif, plus affectueux. Oui, comme une maman. Oui, c'était une maman. quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et Maria, c'était plus une grande sœur qui vient et on va faire la fête. Maria, si elle n'avait pas sa coupe de champagne à 5 heures d'après-midi, ça allait pas. Donc, je m'arrangeais pour lui donner un verre discrètement. Enfin, voilà. Oh, puis bon, après, elle était un peu pompette, donc ça dégénérait. Mais voilà. C'est comme La Crise, le film. Quand voilà, tes problèmes avec ta mère, tes problèmes, on la connaît tous. Franchement, c'est une actrice formidable comme Marthe Villalonga. En tout cas, oui, donc pour vous, c'est passé à autre chose et on vous reproposerait quelque chose comme ça. Pour vous, ça serait non ou... Quelque chose comme ça, c'est autre chose. Mais refaire ça, non. D'abord, j'ai plus l'âge. Je pense qu'il faut... c'est vous qui dites comme quoi vous n'avez plus l'âge. Ah oui, mais parce qu'il faut en être conscient. Il faut l'accepter. Oui. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire maintenant qui seraient formidables. Bien sûr. Alors justement, côté téléfilm, donc là c'est important, Acran.
avec Alain Tasna en 2001, Le Roi Maudit avec José Dayan. Très bonne. Là, ça devait être quelque chose quand même par rapport avec Le Roi Maudit, José Dayan quand même. Je l'avais déjà rencontré, José. On avait fait plusieurs Julie Lescaut avant. Tout à fait. Et en fait, c'était une aventure étonnante, puisqu'on tournait dans des studios. Tout a été reconstitué en Roumanie. Et c'était Cinecittà là-bas, quoi. Et avec une atmosphère de délire comme José sait en créer, mais dans le bon sens du terme, dans le sens créatif, quoi. Et il y avait des vedettes, des stars, il y avait une pléthore de comédiens. Puis avec Capitaine Marlowe, là, qu'elle reprend. Oui. C'est une sacrée réalisatrice, en tout cas. Ah oui, ça oui, c'est certain. Elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard, non. Exactement. Les Maîtres du Zodiaque, avec Claude Michel. Claude Michel Rome. Oui. Exactement, 2006. Coupable de Philippe Monnier. Hortense de Thierry Benisti. Les Ponts des Oubliés, qui étaient très, très, très magnifiques. C'était vraiment... j'étais très touché. J'ai beaucoup aimé Les Ponts des Oubliés, Le Pont des Oubliés. Meurtre à la Pointe du Raz. Jugé coupable. De Grégory Ekal, justement. Donc, ce dernier film qui a été diffusé cet été sur France 3, Jugé coupable. Moi, il y a une chose. Alors, vous êtes Georges, c'est ça? Vous êtes Georges, ce sacré Georges. Cette dernière série de cet été, tournée en Bretagne, vous jouez magnifiquement bien. Moi, ce qui m'étonne et ce qui me plaît, ce qui est envoûtant, vous jouez des rôles différents, des rôles ambigus, un côté trouble, énigmatique. Est-ce un don? Pardon. Non, je sais pas. J'en sais rien. J'ai une personnalité qui doit amener ça. Je sais pas. Je suis capable de blaguer et de dire des choses très sérieuses. Alors, on peut souffler le chaud et le froid. Donc, ça marche assez bien sur les personnages qui sont un peu troubles ou énigmatiques. Oui, parce qu'en fait, vous travaillez vos rôles, bien sûr. C'est récurrent, bien orchestré à la fois, en fait. C'est un travail. C'est un travail. Nous sommes des artisans. Exactement. Nous sommes des artisans, donc 100 fois sur le métier, on remet son ouvrage et on travaille, oui, bien sûr, oui. Et à tel moment, on met cette petite couleur, à tel moment, on met cette couleur, à tel moment... Vous aimez bien vous personnaliser vous-même? je sais pas. De toute façon, je sais pas faire autrement. Donc, personnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est-à-dire qu'en fait, il y a un scénario, on vous demande de faire quelque chose, et vous, à côté, vous mettez votre petite touche personnelle. Oui, parce qu'à toucher, il faut faire gaffe en ce moment. Hein. On parle pas de ça. Hein. Exactement. Donc, ça s'appelle le sans contact. Moi, c'est pas moi. Hein. Ça s'appelle le sans contact. C'est très à la mode. Ah, oui. Mais non, moi, je trouve que... En l'occurrence, sur tous les personnages, mais sur celui-ci en particulier, c'est vrai qu'il a une palette assez large. Il peut effectivement souffler le chaud et le froid. Il peut avoir une certaine tendresse, une faille, une fragilité. En même temps, il peut être odieux et enfin voilà quoi. Et donc moi j'adore ça. Mais oui, quand je l'ai lu, quand j'ai parlé avec Grégory, le metteur en scène, qui est formidable, voilà, je me suis dit comment je vais le faire, comment je vais y arriver. Donc il faut savoir, je sais pas si j'y arrive, mais il faut savoir ne pas en faire de trop et en faire assez. C'est un dosage. Oui, il y a une balance. C'est constamment ça. Oui. Sinon, on tombe dans la caricature, ou sinon on le rate. Donc voilà. Total. Mais en tout cas, Jugé coupable, ça a été vraiment quelque chose de magnifique cet été. Ça a très très bien marché. Très bien marché. On peut même dire cartonné. Voilà. Et puis il y a des excellents retours. Oui. Et pour parler justement, ça a été tourné en Bretagne. On fait un petit coucou à la Bretagne. Ça a été tourné où exactement en Bretagne? Alors on a tourné à Vannes et dans le Morbihan. Et j'ai tourné à la Trinité. Et puis après on a tourné dans les petits villages à côté, mais je me souviens plus des noms. Mais c'est somptueux. C'est somptueux, c'est magnifique, c'est une région... Malheureusement, quand on a tourné, c'était le confinement. Oui. Donc, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde, et puis surtout nous, quand on tourne, parce que les gens ont toujours l'impression qu'on s'amuse, mais on se lève à 6h du matin, voire des fois plus tôt, donc il fait nuit, et on rentre, il est 19h30, 20h, et il fait nuit, et entre-temps, on n'a fait que tourner, et en plus, à l'époque, il fallait manger dans sa chambre, prendre le petit déjeuner dans sa chambre, donc on était un peu cloîtrés. Alors, c'était un petit peu dommage, et je rêve vraiment d'y retourner et d'aller voir, parce que voilà.
J'ai été voir, il y a des trucs qui... Il y a des trucs qu'il faut... voilà, il y a des trucs que je voudrais aller voir là-bas. Il faut revenir. C'est tellement beau. Oui, et puis la France est belle. Et les gens sont gentils. Et les Bretons sont très gentils. Oui, exactement. Ils sont accueillants et ils sont humbles, ils restent eux-mêmes, ils sont vraiment d'une bienveillance. La Normandie aussi, même le Sud, attention. Le Sud, le centre aussi. Le centre. Alors, le Sud-Est, et enfin bon, un peu partout en fait. Mais un peu partout. Un peu partout. Voilà. On a c'est parce que c'est nous qui sommes gentils, donc forcément en retour. C'est logique. Exactement. Si on devait parler d'une série, la série qui vous a le plus marqué? Alors, quand j'ai joué dedans... Entre Jugé coupable, Juliesco, avec toutes ces séries que vous avez pu travailler, il y a une série qui vous a plus marqué, qui vous a beaucoup comment dire, vous avez été vraiment dans le sujet. Alors, en tant que comédien ou personnellement? Personnellement. C'est pas la même chose. Personnellement. Hein. Je peux être marqué en tant que comédien parce que le travail est, on va dire, difficile ou voilà. Et puis après, il y a ce que je vis moi personnellement. Soit parce que l'équipe super, soit parce que désagréable. Enfin, tout humainement. Oui. C'est difficile. C'est difficile parce que je me souviens de Julie Lescaut, les bons moments, je me souviens des éclats de rire sur Sylvestre. Il y a une série que j'ai adoré faire, c'était Enquête réservée. C'est une série qui est passée sur France 3 et qu'on peut toujours voir d'ailleurs. J'adore cette série. Elle était un peu particulière pour France 3. Elle n'avait pas vraiment l'univers. Oui, évidemment. Les personnages étaient... Mon personnage était déjà odieux à l'époque. Enfin... Oui. C'était un peu borderline. Mais j'aimais bien. On tournait à Marseille. Il y avait une bonne bande et voilà, les scénarios étaient un peu tout feu tout flamme, donc c'était rigolo. Et puis voilà, c'était quand même sympa de tourner dans les Calanques ou. C'est quand même agréable. D'être à Marseille au printemps. Enfin voilà. C'est agréable de tourner dans des endroits vraiment. Avec les équipes là-bas qui étaient formidables, parce qu'il y a ça aussi. Hein, je veux dire, on parle tout le temps des comédiens, mais aussi des équipes derrière, les équipes techniques, tout ça. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec France 3. Il y a des équipes formidables, Marseille, enfin partout. On oublie souvent la technique, le personnel. Voilà, le personnel, j'aime pas ce mot-là. Mais les équipes. Les techniciens, voilà. Je préfère dire les techniciens. Les techniciens, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez être le meilleur acteur du monde, s'ils sont pas là, vous n'êtes rien. Exactement. C'est tout, c'est aussi simple que ça. En image. Donc, je suis aussi triste quand un de mes partenaires n'est pas bien, enfin, se sent pas bien, ou malade, ou voilà, que si un technicien a des problèmes. Et je le sens, j'aime pas ça non plus. Voilà. Parce qu'on n'est rien sans eux. C'est aussi simple que ça. Et c'est valable aussi au théâtre. Voilà. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je disais aussi personnel, parce que je reviens du festival du film. Là, je l'ai bien fait, le coup de l'humilité. Là. Je trouvais... Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. En tout cas, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je le pense. Mais c'est vrai que le personnel aussi, là, j'étais au festival, et je remercie beaucoup le personnel du festival, parce que s'il n'y avait pas tout ce personnel à côté, le festival n'existerait pas. Voilà. Il est très important de remercier les grands et les petits. Bien sûr. Tout simplement, qui deviendront grands. Moi, c'est ce que je leur souhaite. En tout cas, Jérôme, on va passer sur l'actu, sur le cinéma. Alors, Robert, au lieu de te présenter cinéphile, je voudrais te faire écouter cette petite bande-annonce que j'ai fait pendant le festival. Là. Avec plaisir. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous annoncer justement la clôture de ce festival. Robert Cinéphile va nous expliquer un petit peu les dernières tendances, les derniers films et tous ces prix qui ont été reçus. Et surtout, prenez soin de vous et écoutez bien parce que c'était un vrai festival. Ciao, ciao, ciao. Merci. Sur le tapis, je me suis dit, Robert, faut que je le mette aussi. Sur le tapis. Alors, ce 47e festival de Deauville, très très bon cru, d'ailleurs, comme le 74e festival de Cannes. Alors, il faut savoir que les films sont complètement différents et on va le voir d'abord par rapport au prix. Prix de la Fondation Roderer. Roderer. On pense un petit peu au champagne, je crois. Prix Roderer. Voilà. Film, alors, par contre, film très noir, c'est un thriller, c'est John on the Hall de Pascal Sister. C'est l'histoire d'un gamin de 13 ans qui tue toute sa famille. Donc déjà, c'est très... mais quand même, film très sympa. Prix du public, c'est Blue Bayou. Alors, il faut savoir aussi que tous ces films dont là je vais parler ont tous été au moins sélectionnés ou ont des prix au 74e Festival de Cannes. Parce que cette année, il y avait un rapprochement entre le Festival de Cannes et le Festival du cinéma américain,
où c'était la première fois d'ailleurs qu'ils avaient un département, on va dire ça comme ça, une section cinéma français au Festival du cinéma américain. Alors il y avait aussi le prix du public Blue Bayou de Justin Chon, c'est une histoire d'immigration aux USA. Le prix d'Ornano, ce sont les Magnétiques, c'est un film fantastique c'est un film qui parle surtout de la fin du monde, quoi. Donc très très noir quand même, mais très sympa. Très original, bien orchestré. Ah, vous l'avez vu, je crois. Hein, c'est bien sûr. Grand prix du jury, c'est Don Juan the King, excusez-moi mon anglais, de Diego Angaro. C'est l'histoire d'un rappeur qui arrête tout pour devenir fermier. C'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'un rappeur qui devient fermier, comme Maître Gims qui deviendrait fermier, mais pourquoi pas? Ça serait original. Ça pourrait être sympa. Ça serait original. Tout à fait. Prix du jury, Plisure. Alors ça, c'est beaucoup plus différent de Ninja Tiber, qui a divisé d'ailleurs la croisade vu son sujet, qui raconte l'histoire d'une actrice qui veut devenir la reine du porno américain. Et en plus, qui est une histoire vraie. Mais qui a vraiment, vraiment divisé le festival cette année, et je pense que vous pouvez en témoigner. On a entendu parler. Et à l'inverse de ça, décidément, c'était le sujet, on dirait, Red Rocket de Sam Beckett, qui est également un film sur l'univers du porno, mais cette fois-ci, c'est un acteur qui veut tout stopper définitivement sa carrière donc, de star du X, et qui revient dans son village natal, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir d'être un acteur de porno. Alors, il y a aussi, ce qu'il faut savoir aussi, pour les salles, ça c'était pour le festival de Deauville. Pour les salles, tous les films qui sortiront demain. Alors, il y a un superbe film qu'il faut absolument voir, et qui a fait par contre là au festival de Cannes, qui a fait scandale. Le film israélien, ça s'appelle Le Genou d'Aed, qui a eu d'ailleurs le prix du jury au 74e festival de Cannes. C'est ce qui se passe un petit peu avec toute la politique d'Israël en ce moment. Après, il y a film très comique de Laurent Lafitte. D'ailleurs, je crois que c'est son premier film, L'origine du monde. Donc ça, faut voir. Donc on est carrément dans la détente. On revient avec Blue Bayou, qui sort demain. Donc ça aussi, qui a eu donc le prix du public au 47e, j'en viens d'en parler, du Festival du cinéma américain. Les Amours d'Anaïs de Charline Bunois. Et enfin, le remake de Dune, donc, qui a été en avant-première. En avant-première. Au festival. 2h30 de film. C'est un très beau film. C'est Dune, voilà. C'est ça. C'était quand même... oui, il y a de l'action. Il y a de l'action et les effets spéciaux, ils sont très marquants, en tout cas. Et puisque c'est le remake c'est un remake, donc le film est quand même beaucoup mieux monté, a priori, que le premier. Oui. On va dire moins long, en tout cas. Moins long, mais on a évolué. C'est ça, beaucoup d'effets spéciaux. Mais beaucoup d'effets spéciaux, les gens l'attendaient énormément. Il faut savoir que dans cette première partie donc de ce festival avec Dune, quand on rentrait en salle, on nous mettait un petit sachet pour mettre le portable dedans pour pas qu'il soit diffusé. Pour vous dire qu'il y avait que les yeux qui enregistraient le piratage. Exactement. Et bien évidemment, car c'était très 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 attendu, le dernier Claude Lelouch, L'amour, c'est mieux que la vie. Exactement. Et je crois, Frédéric, que vous avez une belle vidéo en hommage à Jean-Paul Belmondo. Exactement, j'ai un petit hommage. Claude Lelouch a rendu hommage à Jean-Paul Belmondo au Festival de Deauville. Écoutons son témoignage. Il vaut le détour. Et merci très Claude émouvant. Et merci surtout Jean-Paul. Ouais. Oui, effectivement. Je suis très ému ce soir, évidemment, parce que un 50e film, c'est pas rien. Mais je suis surtout ému parce que, plus qu'un acteur, plus qu'un ami, plus qu'un frère, j'ai eu la chance, avec Jean-Paul Belmondo, de faire 3 films. Le premier s'appelait « Un homme qui me plaît ». C'est un titre prémonitoire. Il a plu à la terre entière. Il m'a plu à moi, il a plu à tous les comédiens qui ont travaillé avec lui. Je pense ce soir qu'on a tout dit sur Jean-Paul, tout. Et je vous invite à réécouter le discours du président de la République, qui lui a rendu un hommage formidable, formidable. Et ce soir, ça me fait vachement plaisir de voir que les artistes laissent des traces très importantes. À quel point les artistes sont importants dans notre vie. Et surtout, un homme comme Jean-Paul Belmondo, qui pendant 50 ans vous a fait rire, vous a fait pleurer, et surtout, il vous a donné la chair de poule. Mais en même temps, il nous a tout le temps dit, avec sa bonne humeur, que tout était possible. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est 60 millions de Français qui lui disent merci, et moi, j'ai envie de vous dire que
j'ai eu la chance de tourner avec les meilleurs acteurs du monde, en tous les cas, les meilleurs acteurs français, et c'est difficile pour moi de les comparer les uns aux autres, de Trintignant à Belmondo, en passant par tous ceux qui sont là ce soir. Ils ont donné un sens à ma vie. Voilà. Et quand j'ai tourné avec Belmondo, eh bien, on est allé au bout du monde. On a fait le tour du monde plusieurs fois ensemble. Quand on a tourné Itinéraire d'un enfant gâté, je me souviens, je lui avais expliqué que c'était un film qui montrait qu'il n'était pas un héros ni un salaud, qu'il était simplement un homme un peu moins dégueulasse que les autres, et qu'il avait les qualités de ses défauts. Et Jean-Paul m'a dit, c'est formidable, à condition qu'on les fasse marrer. Voilà. Et c'est vrai que pour lui, c'était important de dire des choses, mais à une seule condition, c'est de passer par le rire et l'émotion. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous savez, il y a un truc qu'il adorait et que tous les acteurs adorent. C'est la standing ovation. Alors, on va lui faire une standing ovation. Pourquoi, Jean-Paul? Pourquoi? Pour Jean-Paul, il public, hurrah! Il public, hurrah! Un très bel hommage de Claude Lelouch, Jérôme, magnifique. Ouais. Alors là, on le voit en radio, on l'écoute en radio, on le voit comme ça, mais quand on est dans la salle, tout le monde se lève. Cet applaudissement, ça m'en fait des frissons et franchement, c'est même là. Mais même là, ouais, voilà. ouais, Voilà, ça a été vraiment quelque chose de beau. Il faut savoir que Il le méritait bien. Et voilà, Claude Lelouch a vraiment fait un bel hommage, même sur d'autres chaînes aussi. Et il a sorti justement ce soir-là, en avant-première, L'amour, c'est plus beau que la vie, qui sortira que le 19 janvier 2022. Ça va être long. Voilà, ça va être long, mais ça va être bon. Regardez cette affiche qui est avec un grand cœur et une échelle qui nous fait vibrer dans les nuages. On va continuer, Jérôme. Vous êtes un acteur, réalisateur, scénariste, producteur. Et donc là, en 2004, vous sortez L'Abbaye du Revoir. L'Abbaye du Revoir. Et en 2007, Autopsie. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre en tant que réalisateur et quel est le message pour ces jeunes acteurs de demain par rapport à ces deux films? Ce que j'ai voulu transmettre, je sais pas moi-même, je me suis rendu compte, et c'est quelque chose, en fait, je me rends compte de plus en plus que je travaille un peu comme un peintre, en fait. J'ai l'impression que je fais plus des tableaux qu'autre chose, y compris quand je joue. Je parlais de couleurs tout à l'heure, comme par hasard. C'est pour ça. Non, le premier traitait d'un sujet, c'est un homme qui a perdu sa femme et qui a des enfants et qui décide de devenir moine. Et donc c'est un choix de vie, et c'est le fait que ce choix de vie n'entraîne pas seulement sa vie à lui, mais celle de tous ceux qui l'entourent, avec des drames et du bonheur. Donc voilà, c'est un film un peu particulier, voilà. Oui. Et j'ai adoré. En plus, j'ai tourné à l'abbaye de Fontfroide et c'est tellement magnifique. Mais vous avez été vous imprégner dans une abbaye? Oui, j'ai fait une retraite. J'ai été vivre, mais vraiment vivre avec les moines de l'île du Lérins. Oui, je salue le frère, le père Vladimir, si c'est encore lui le responsable. Et il ne doit pas nous écouter, à mon avis, mais je suis resté avec eux pendant une semaine, oui, mais j'ai vécu avec eux. Parce que vous savez, quand vous faites une retraite, vous partagez des moments
de vie avec les moines, mais vous ne partagez pas tout. C'est-à-dire que vous dormez à l'extérieur, vous assistez à certains repas, mais pas tous, etc., etc. Vous avez quand même une vie parallèle. Moi, j'étais un moine. C'est-à-dire que j'ai vécu en cellule pendant 6 jours, et je me levais à 4 heures du matin avec eux, j'allais aux aurores à la messe, je ne me souviens plus du nom d'ailleurs. Enfin bon, bref, et j'ai travaillé avec eux, parce qu'ils travaillent. Hein, on faisait du vin et tout, on mettait en bouteille et tout, et voilà, et j'ai vraiment vécu avec eux, et c'est un très grand souvenir qui m'a beaucoup servi pour le film d'ailleurs. C'est pour ça. Parce que le film, je crois que le film ne trahit pas ce qui se passe dans une abbaye, qui est beaucoup moins silencieuse qu'on ne pourrait y penser. Ah oui. Oui, c'est un sacré travail énorme. Ils ne parlent pas, quoique. Mais quoique. Si les murs pouvaient parler, c'est ça? Non, ils ne sont pas bavards comme moi, mais ils sont assez silencieux. Sauf que. Et Autopsie, alors? Autopsie, c'est un autre sujet. C'est tiré d'un fait divers que j'avais lu, et c'est une histoire vraie au départ, et c'est l'histoire d'un commissaire de police qui, marié avec des enfants, tombe amoureux d'un médecin légiste. Donc voilà, après il y a tout ce que ça entraîne dans sa vie, et chez lui personnellement, évidemment, sur le questionnement, etc. Et là aussi, j'ai montré le choix. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il assume son choix, ou en tout cas qu'il fasse un choix. Donc c'est pareil, je parlais du choix. C'est difficile parce qu'il faudrait voir le film. Oui, bien sûr, mais on a mis l'affiche justement à l'écran tout à l'heure, Autopsie, mais il faut vraiment aller voir le film parce que c'est vraiment, il faut s'imprégner dedans, il faut vraiment être dedans. Pourquoi avoir fait ce film exactement? Parce que je voulais montrer ce que je ressentais. C'est un ressenti personnel. Attention. C'est ça. Encore une fois, c'est plus un tableau qu'autre chose. Mais j'avais l'impression qu'à part le fait, et on le voit encore maintenant, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, parce qu'à l'époque, à la télévision, il y avait un peu un côté comme ça, l'homosexualité, tout ça, formidable et tout, etc. Non, c'est pas si simple que ça. Il suffit de regarder ce qui se passe maintenant. Enfin, il y a encore un maire qui vient de se faire casser la figure. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, donc il y a même presque un retour en arrière. On pourrait se poser la question. Donc moi, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est le regard des autres par rapport à ça, évidemment. Et puis le regard de mon personnage principal, joué par Stéphane Fraisse, justement, qui découvre, en fait, sa propre homosexualité, et son attirance, en tout cas pour un homme, et son regard sur lui-même, c'est-à-dire que lui-même est un mauvais juge sur lui-même, parce qu'empreint d'éducation, parce que victime du regard des autres, parce que tout ça, donc il y a une espèce de souffrance comme ça. Faut cacher. Oui, il faut cacher, et puis il a du mal à assumer, et ça peut se comprendre. Et puis j'ai voulu, bon, je ne veux pas raconter le film, quoique je ne sais pas si quelqu'un pourrait le revoir maintenant, mais ça se termine pas bien. Mais ce que j'ai voulu aussi montrer, mais ça c'est très rapide dans le film, c'est que ça se termine pas bien, et là tout d'un coup tout le monde, hein, tous ceux autour, le commissariat, puisque c'est des flics, tout le monde est horrifié, scandalisé, enfin tout le monde est malheureux de cette perte-là. Et donc, ça veut bien dire une chose. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on parle des grands peintres, que ce soit Léonard de Vinci, comme Michel-Ange, enfin, tant d'autres artistes qui étaient homosexuels. Je veux dire, on s'en fout complètement. Bien sûr. Alors peut-être qu'à l'époque, ça choquait, mais on s'en fout. Et donc, c'est ça que j'ai voulu montrer aussi. C'est qu'une fois que la mort a frappé, on s'en fout. Donc, c'est bien dans la tête des gens, quand même. C'est bien dans la tête des gens. Donc ça j'ai vraiment voulu le montrer. Peut-être que ça va un peu vite dans mon film à la fin, mais ça y est, c'est dedans. Non, en tout cas, c'est un très bon film. Il y a une chose, c'est que pour transmettre ce film, est-ce que vous êtes aussi inspiré de ce que vous avez vécu aussi avec dans les films de Julie Lescaut? Au niveau des flics, je veux dire. Oui, mais c'est aussi parce que... Inspiré, pas copier-coller. Non. Inspiré. Non, il y a beaucoup de... L'évolution aussi de la police et de la gendarmerie à la date d'aujourd'hui, entre les années où on faisait des films comme Commissaire Moulin avec Yves Régnier, et là maintenant, tourner Autopsie, et ce qu'on voit à la date d'aujourd'hui, toutes ces séries de téléfilms sur la police, il y a une évolution... Oui, il y en a une, forcément. Voilà.
Non, moi, ce qui m'a aidé à faire ce film, c'est Akran, la série Akran que j'avais fait avec Tasma, qui était une série policière formidable, tournée avec une caméra extrêmement fébrile et très attentive. Mais vous aimez justement jouer tous ces rôles, en fait, à la fois policier, mystérieux, comme on disait tout à l'heure aussi, ambigu, énigmatique. Oui. Vous aimez ça, en fait. C'est quand même une identité, c'est votre fiche un petit peu à vous. Mais, vous parlez aussi de la réalisation, oui, tout à fait. Tout ça. Tout, oui, je suis un cas. Oui. Que ça soit en tant que réalisateur, en tant que scénariste ou producteur, ou même en tant qu'acteur, vous êtes toujours vous avez une ligne, vous avez une conduite en fait pour vous. Oui, peut-être. Si quand même. Si, quand même. Mais oui. Mais c'est inconscient. Hein. C'est inconscient, oui. Non, mais puis j'aime. On dit toujours dans notre métier, et on le dit ailleurs aussi d'ailleurs, il faut sortir de sa zone de confort. Et donc moi, je me provoque moi-même, quoi. Il faut être provocateur de soi-même. J'essaie de me forcer à sortir de mon confort. Ça me fait peur parfois, mais surtout aujourd'hui. Là, je vous dis, bon. On n'y est pas, hein. On approche, mais je suis en train de travailler sur une copro pour un film de cinéma. Voilà quoi, je tente, on va voir. Mais il faut, qui ne tente rien, sinon on va voir. On est d'accord. On n'a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une vie. Il faut tenter. On n'a qu'une vie avec plusieurs vies. Et oui, on n'a qu'une vie avec plusieurs vies. Voilà. Oui, tout à fait. On monte des échelons, oui, bien sûr. On essaye, ou des fois on descend. Et violemment. Ouais, violemment. Mais après, c'est à nous de se rendre compte, justement, et de tourner la page. Et ça nous donne peut-être plus de force aussi. Je pense, oui. Ça forge un caractère. Ça dirait un film de Lelouch. Exactement. Voilà. Donc, tu vois, les références, des petites choses, c'est important, comme tout à l'heure avec Nathalie Baye, les mouchoirs. Voilà. En tout cas, vous êtes plus téléfilm et théâtre que cinéma. Vous pensez-vous être plus un homme de cinéma ou de théâtre? Vous vous adaptez aux circonstances. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes beaucoup plus en fait téléfilm. Alors, ça, c'est pas un choix. Ça s'est présenté comme ça. Moi, quand je suis sorti du conservatoire, c'était Mitterrand. C'est en 80. Mitterrand était élu en 80. Je suis sorti 10 mai 80. Je suis sorti en 83. Il y a des dates qui marquent. Oui. Je suis sorti en 83 et c'était la pleine période des privatisations de chaînes. Et tout donc, à fait. elles avaient des quotas à respecter et elles devaient faire des créations françaises. On se souvient des voisins-voisines. Enfin, non, c'était pas ça. C'était des trucs qui passaient la nuit, là. Oui. Il y avait des heures et des heures de feuilletons où je faisais que parler. Il se passait rien, enfin bon voilà. Et donc les chaînes étaient obligées de créer, et donc il y avait un travail, il y avait du travail quoi. Et donc j'ai été entre guillemets, je fais partie de cette génération qui a été appelée par la télé, pour ne pas dire happée par la télévision. Voilà, moi je voulais faire du théâtre, donc ce monde-là, cinéma, télé, j'y comprenais pas grand-chose en fait. Et puis c'est comme ça que ça s'est présenté, et puis ça s'est enchaîné, quoi. Vous êtes plus quand même téléfilm. Par ma carrière, oui. Mais je crois que par contre, si on en revient aux deux films que j'ai réalisés, si j'ai une toute petite prétention, c'est que je crois qu'ils sont quand même un peu différents de ce qui se fait à la télévision. Tout à fait, c'est totalement différent. Oui. Vous les avez vus ? Oui, mais justement, c'est pour ça que j'aime bien que vous entendez, j'aime bien que l'acteur dise justement, mais c'est ça. Oui, j'ai fait 2 films d'auteur, j'ai la prétention de le dire, mais avec des scénaristes, avec des gens autour de moi, attention. Il y a toute une équipe, de toute façon. Il y a toute une équipe, ça se fait pas mais comme ça. Pour la télévision, et notamment à l'époque où je les ai faits, oui, c'était surprenant. Certains étaient surpris que j'ai pu les faire d'ailleurs. Mais moi le premier. Mais en fait, il faut toujours se surprendre. En tout cas, vous êtes surprenant aussi au théâtre. Vous jouez Festival Molière, Un homme trop facile avec Éric Emmanuel Schmitt, Bankable avec Philippe Madral, Joe d'Alec Coppel. Vous revenez sur scène avec Des plans sur la comète de Tristan Petit et Girard, des souvenirs avec Michel Bouquet et Didier Bourdon, bien sûr. Mais vous aimez donc aussi jouer au théâtre comme à la télévision, comme je disais. Donc, dans cette pièce, Plan sur la comète, vous jouez Jean-Philippe, nouvel ami de Garance, aux côtés d'Anne Plantet et Hélène Deguy, dans le rôle d'Estelle, votre fille de Noémie Delattre. C'est plus Hélène Deguy, c'est Margot. Alors, elle a un nom d'ouvreuse, elle s'appelle Vandelplace. Vandelplace. Et c'est pour ça qu'après, ça a changé avec Margot Vandelplace. Justement, et après je remets justement, après ça change de place puisque je voulais faire ma... Voilà. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, je trouvais ça génial. Voilà, mais
Et il y a Noémie Delattre aussi. Et Noémie Delattre. Pourquoi avoir... en fait, moi, je trouve ça... Alors, la pièce géniale, vous êtes en tournée, en plus, là. Oui, on finit la tournée, parce qu'en fait, avec le Covid, il y a beaucoup de dates qui ont été annulées l'année dernière. Tout a été reporté. Ça a été reporté, on en a joué quelques-unes avant l'été. Il y a eu le festival d'Avignon, et maintenant, on repart pour finir la tournée qui avait été signée l'année dernière. Alors, pourquoi avoir accepté ce rôle et aussi s'en tirer de plan sur la comète, justement On peut dire croire à la bonne étoile. Jérôme, pourquoi avoir accepté justement ce rôle de cette comète? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'adore le théâtre. Moi, vraiment, je viens de là, je peux pas... vous pouvez... Enfin, ça s'explique pas. L'odeur des coulisses, l'ambiance des coulisses, le bruissement des spectateurs, etc. Tout ce qui précède, c'est un lieu sacré, le théâtre. Pas toujours sacralisé, mais c'est un lieu sacré. Oui. Et donc, c'est une âme qui totalement. Nous envoûte de tous ces acteurs qui sont passés aussi à la fois. Voilà. Et donc, ça, c'était la première raison. Mais surtout, j'ai rencontré Tristan Petit-Girard. Tristan Petit-Girard est un talent de dingue. C'est lui qui a fait la mise en scène de La Machine de Turing, qui est un succès, mais comme il n'y en a pas eu depuis longtemps au théâtre, à part les pièces de Michalik. Et voilà, c'est une rencontre avec lui. C'est cette pièce qui m'a fait lire et que j'ai beaucoup aimé. Qui est très flatteuse pour moi, parce que bon, je suis au milieu de 3 jeunes femmes, dont une est amoureuse de moi, et donc voilà, c'est toujours flatteur pour un homme. C'est sûr. Et bon, il y a plein de quiproquos, de situations très drôles, et en même temps, énormément de tendresse. Il y a différence d'âge aussi. Différence d'âge, bien sûr. Et on veut dire que c'est d'actualité, de toute façon. Hein, oui. On les retrouve dans les théâtres, en fait, c'est un petit peu aussi dans le cinéma, on le voit surtout dans les théâtres, on joue beaucoup des choses entre... ce côté méfiant en fait sur scène avec une femme qui aime et l'autre qui est trompée, l'autre il y a avec le père et la fille. Oui. C'est pas évident de jouer ce rôle en fait, je trouve. Je sais pas quoi dire. Non, c'est pas évident. C'est pas évident parce que en fait finalement c'est un rôle autour de qui tout tourne. Donc oui, tout est centré sur vous, c'est pour ça. Faut pas se louper. Faut pas se louper, exactement. Voilà, donc non, ben voilà. Donc les plans sur la comète, c'est en tournée dans quelle ville en ce moment? Là, ça y est, c'est la colle. Je me souviens pas. Je crois qu'on va à Saint-Cloud, je crois qu'on va à Plaisir, là, dans la région parisienne. Donc vous faites Paris par la suite. Là, on fait la grande couronne parisienne. D'accord. Et puis après, il y a en France. Oui. Moi, je sais que je descends. Je crois que je vais à Vergès. Je sais pas. Il y a plein de montées. Non, puis il y a eu beaucoup de reports, donc c'est compliqué après. Oui. C'est très compliqué parce que beaucoup de changements. Oui. Mais en tout cas, c'est une très belle pièce. C'est une très belle pièce, très drôle et très tendre. Oui. C'est-à-dire que les gens les gens rient énormément. On se retrouve dedans un peu des fois. Je crois que beaucoup de personnes se retrouvent dedans, oui. Se retrouvent dedans. Mais surtout les gens rient énormément et ils sont emmenés dans le rire. Et puis tout d'un coup, tout bascule et les larmes arrivent. En tout cas, le plan sur la comète, moi je vous dis une chose, c'est qu'une bonne étoile, Jérôme. On va parler de bonheur du théâtre, justement. Parlons avec Robert Cinéphile, le bonheur du théâtre, l'affiche de la semaine. Alors, on va commencer d'abord par une exposition d'un grand acteur qui est Jean Marais, qui s'appelle Jean d'ici, Jean d'ailleurs. Je crois que vous connaissez bien. Oui, mais je participe justement, ayant connu Jean Marais, bien sûr. Voilà. Et c'est une exposition vraiment qui dure un mois, c'est ça? C'est ça. Et c'est le 16, on m'a dit 16, 17, 18 septembre, là, pour l'instant. Voilà. Et Paris 1er. Et Paris, voilà. Exactement, rue Saint-Honoré, au 91 rue Saint-Honoré. Bravo. Ça, j'avais pas marqué la rue. Voilà. Et c'est vendredi que je ferai justement une mise en scène par rapport à Jean Marais et moi. Ah, bravo. Voilà. Donc, grand plein de acteur, souvenirs. Donc, je vous dirai tout. Ah bah, avec plaisir. Alors après, en pièces de théâtre, alors il y en a 3 qui sont vraiment... L'une qui n'a rien à voir, l'une avec l'autre. Comédie de boulevard, un couple magique avec Stéphane Plaza, parce qu'il adore, il ne fait pas que l'immobilier. Net vendeur. Je crois que de plus en plus... C'est net vendeur, ça. Voilà, c'est ça. il aime de plus en plus les planches, et c'est vrai qu'il est très très bon... sur scène. À force de faire des travaux, il faut garder les planches pour y aller. Non, il doit réparer dans le théâtre aussi. S'il nous regarde et qu'il nous écoute, en tout cas, toute notre amitié.
Et ce sera au Théâtre des Bouffes Parisiens. Également au même théâtre, il y aura, alors rien à voir, 88 fois l'infini, avec François Berléand et Niall Arestup. Donc un drame entre deux frères qui se retrouvent autour d'un père qui n'a pas été très bien suivi, enfin bref, donc un drame entre les deux, mais le jeu d'acteur, déjà, rien que le sujet, rien que l'affiche, on voit un petit peu, puis deux grands acteurs, quoi. 88, 2 fois 8, 8, quand on l'allonge, c'est le signe de l'infini. C'est le signe de l'infini, exactement. Voilà. C'était bien de préciser ça, parce que... c'est important, oui. 88, oui, exactement. Et alors encore, bon, là, pareil, c'est une pièce de boulevard, La famille et le potager, avec Marianne Chazelle et Régis Lapalès. Donc là, c'est pour rire, au Théâtre des Variétés. Et Marianne Chazelle, alors là... C'est une pièce de Ruquier, ça? Oui, bien je crois sûr, que c'est Ruquier. Et justement, il y a une autre pièce de Ruquier qui sort au mois d'octobre, vers le 15 octobre, avec Daniel Gilbert aussi. Laurent Ruquier a écrit. Oui, Daniel Gilbert revient sur scène avec une pièce de Laurent Ruquier. Et je pense que ça va être aussi quelque chose. Elle a des choses à nous dire. C'était les affiches de la semaine. C'était les affiches de la semaine. Et on va passer à la page musicale sur un spécial Aznavour, et je sais que Robert, tu vas nous en parler après. Avec grand plaisir. Alors passons cette page musicale sur Aznavourien. Avant que la musique s'arrête, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne vais pas jouer des prophètes, ni vous parler de l'avenir, mais simplement de ce présent que nous venons de partager. Il faut se dire finalement que c'est déjà du passé. Toutes les chansons qui viennent de lui, je les mets sur un piédestal. Et de la France à l'Arménie, ce n'est pas un feu de Bengale. Je n'ai pas connu sa bohème, mais je m'en suis bien approché. Je sais qu'il faut se dire je t'aime juste avant de se retirer. S'il faut le dire même en chantant, un peu comme un dernier message. Merci monsieur Aznavourian pour tous ces merveilleux voyages, de ces premières histoires d'amour qui ont fait le tour de la terre et qui résonnent comme des tambours encore, aujourd'hui comme hier. Avant de quitter cette scène, encore quelques mots pour de vrai. C'est fou les souvenirs qui traînent sous les lumières des cabarets. Ce soir j'ai besoin de parler et la musique me fait du bien. Si le spectacle est terminé, je dois quitter mes musiciens. Emmenez-moi au bout du quai, emmenez-moi au bout du monde. Je me ferai le plus discret pour vous écouter une seconde. Et si le temps peut s'arrêter, que je puisse marcher dans vos pas. C'est de l'amour à partager, mais ça vous le savez déjà. S'il faut le dire même en chantant, un peu comme un dernier message. Merci monsieur Aznavourian pour tous ces merveilleux voyages, de ces premières histoires d'amour qui ont fait le tour de la terre et qui résonnent comme des tambours encore, aujourd'hui comme hier. S'il faut le dire même en chantant, que de talent un visage, il a le vôtre évidemment, et vos chansons, elles n'ont pas d'âge. Merci monsieur Aznavourian.
Eh ben, écoute, tu vas nous dire un petit peu justement cette page musicale sur Aznavourian, parce que Tout à fait. ça va être un très beau spectacle. Véritable hommage à Charles Aznavour qui sera d'ailleurs dans le spectacle. Ça, c'est une création originale. Voilà. Pour Merci Monsieur Aznavourian, sur des paroles d'Alain Turban et sur une musique de Michel Meltzer. Voilà. Et ce sera dans le spectacle hommage qui s'appelle Il était une fois Charles Aznavour, qui a été créé à l'époque puisque Frédéric Zermati, l'interprète, dévoile des anecdotes de la carrière de l'artiste qui ont été confiées à l'époque, parce que le spectacle tourne depuis 2018, par l'artiste, donc Charles Aznavour. Voilà. Et ce sera donc, c'est en tournée, mais sur Paris, ce sera le 6 octobre et le 2 novembre, dans une salle formidable, La Nouvelle Ève. Ça va être un très beau spectacle. En plus, La Nouvelle Ève qui est très jolie. Et il y a aussi Grégory Bakian qui avait écrit qui chante une chanson L'adolescence, qui avait été écrite justement par Aznavour, qui est vraiment magnifique, que j'avais déjà passé dans une de mes émissions. Jérôme, vous avez connu Aznavour ? Non. Pas du tout ? Non, pas du tout, non. Ça aurait été avec plaisir. Bah, évidemment. Un homme charmant. Un homme charmant. Mais vous savez, moi, je fais ce métier aussi parce que j'aime rencontrer des lumières. Donc, dès qu'il y en a une, je suis prêt à la rencontrer. Est-ce que des fois... c'est pour ça que je suis là. Voilà, exactement. Mais vous êtes... Justement, je vous ai éclairé. On dirait du Belmondo. Voilà. Je vous ai quand même éclairé. Et en tout cas, il y a une chose, c'est que je trouve que... Est-ce que la musique partage avec le théâtre et le cinéma, des fois ? Est-ce que chacun est un peu dans son clan, ou c'est pas évident de vous rencontrer entre acteurs et musiciens ? Non, c'est pas très évident. C'est des mondes un petit peu à part. À part, hein. Après, dans le monde du théâtre, il y a des musiciens formidables. Je pense à Romain Trouillet, qui est un musicien qui fait les musiques de beaucoup de spectacles, qui a fait les musiques du film de Michalik, comment il s'appelle, Rostand ? Non. Non, c'est l'autre. Si, il a fait la musique, mais bon, peu importe. Voilà, il y a des gens qu'on rencontre comme ça, qui sont là aussi des artisans, qui travaillent vraiment dans leur coin, qui arrivent avec leur bande-son, ou qui nous jouent le truc au piano, et là, on est soufflé. En tout cas, moi, je fréquente pas beaucoup les musiciens. Mais je le regrette, mais c'est comme ça. Mais vous les écoutez formidablement bien avec une lumière. Oui. On revient toujours à la bonne étoile. On va pas tout faire. En tout cas, on va parler de l'actu aussi, Jérôme, la disparition de Stéphanie Meller. Première série audio. Meller. Première série audio réalisée par Anna Girardot, nommée au Festival de la série Mania 2021 à Lille. On va écouter la bande-annonce et on va en parler juste après. Merde. Ce quadruple assassinat qui traumatise la ville d'Orphéa. Du maire d'Orphéa. Une enquête a été ouverte. Stéphanie Meller, journaliste à l'Orphéa Chronicle. Vous êtes là pourquoi exactement ? Vous êtes trompé de coupable. Appel à toutes les voitures, je répète, appel à toutes les... La journaliste, elle a disparu. Qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, ça peut pas être un hasard, ça. Faut qu'on aille à Orphéa. Arrête avec ça, Jay, c'est du passé. On a trouvé le coupable. Jessie, il faut y aller. Vite, on a retrouvé la voiture de Stéphanie. Putain. Appelle les secours. Magnifique bande-annonce. Waouh. Moi, je vous dis franchement, j'ai vraiment envie de voir la suite et d'aller plus loin et d'entendre justement, parce que c'est ça. Alors, justement, comment aborde-t-on une série audio ? Fait-on passer des émotions et le suspense sans avoir l'image ? Dites-moi tout. Parce que c'est vrai que c'est aussi à Anna qu'on pourrait poser la question. Oui. Mais vous qui avez joué dedans. Oui. En fait, c'est le même travail. On fait exactement la même chose. Là, il y a certaines personnes qui nous écoutent. On fait passer des émotions avec sa voix et à la façon dont on se comporte, le geste change l'intonation. Enfin, c'est exactement la même chose. On joue vraiment. Là, ce qu'on a fait, c'était assez amusant parce que moi, j'ai déjà fait des radios, enfin des audios comme ça où on lisait le texte, mais on était derrière un micro et tout ça. Là, nous, on jouait vraiment. On était microtés, on jouait la scène. Alors on était beaucoup plus libre que sur un tournage parce qu'on n'avait pas de soucis de caméra, de soucis d'éclairage et tout ça. Mais le son était celui de ce que vous vivez, de ce qu'on vivait, oui. C'est quand même, en tout cas, c'est vraiment intense cette série. Elle est assez intense, oui, bien sûr. C'est une histoire assez criminelle.
criminel. Exactement, parce que Anna Girardot a vraiment bien fait passer les émotions. Et j'ai quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui et j'ai un petit témoignage à vous faire entendre, Jérôme. Écoutons ce témoignage. Bonjour à tous, merci Frédéric Julien de me recevoir pour cette émission, pour parler de la disparition de Stéphanie Meller, où Jérôme Anger est absolument fabuleux. C'était un acteur sur le plateau extrêmement physique qui a tout compris à la magie de l'audiofiction. C'était un plaisir de jouer avec toi, de te mettre en scène, de te voir faire vivre ce personnage qui est parmi mes préférés. Tu as été autant un plaisir sur le plateau qu'un plaisir à réécouter et à entendre. Ta voix est magnifique. Et puis tu as vraiment réussi à faire exister un personnage. C'était pour ma part ma première réalisation d'audiofiction, donc c'était mes premiers pas. Et vraiment, j'ai passé un moment merveilleux sur ce plateau à te voir mettre en scène ce personnage et me faire confiance surtout. On a bien ri. On a parlé de la Première Guerre mondiale, on a parlé d'histoire, on a parlé de cinéma. Et j'espère vraiment que tu seras heureux de ta prestation et puis du produit final, si je puis me permettre l'expression. En tout cas, j'espère te croiser bientôt sur un autre plateau. Bonne journée à tous. Merci. Anna Girardot, merci beaucoup. Ça va ? Je suis soufflé. Est-ce que ça va ? Tout va bien ? Ouais. Je suis très très mal à l'aise avec les compliments. Donc ça fait plaisir. Voilà. Séquence émotion. J'avais vraiment envie de faire, et je voudrais remercier aussi notre attachée de presse, puisque c'est aussi pour nous, c'est Caroline qui est là-bas. Voilà, Caroline qui est avec nous, qui a fait aussi beaucoup de travail. On est une équipe en fait, entre Caroline et toi aussi, et Robert et tout le monde qui est là. En tout cas, belle émotion. Oui, parce que je m'y attendais pas, parce que waouh. C'est la jeune génération, hein, ils sont bourrés de talent, elle est formidable. Enfin voilà quoi. Grande actrice. Waouh. Voilà, merci. Vous le méritez aussi, merci c'est pour Anna. ça aussi. Anna. Parce que vous le méritez aussi. Bien sûr. Peut-être que j'ai payé. Vous ne payez pas, vous nous faites rire. Et avec vous, c'est vraiment... j'aime pas le mot gratuit. C'est inné, c'est de la bienveillance. Oui. Et Anna, c'est pareil. Oui. Là, au Festival de Deauville. Donc, il faut savoir qu'Anna Girardot joue dans un film Ogre qui sort là bientôt, qui était en avant-première au Festival de Deauville. Comment s'est fait cette synthèse, en fait, avec Anna pour la disparition ? Oui. En fait, ça s'est fait assez rapidement. Voilà, il fallait qu'il le fasse très rapidement, et elle avait entendu parler de moi. Et puis la prod m'a contacté, Anna m'a contacté, on s'est parlé, et puis voilà. Ça s'est fait, je sais pas, aussi simplement que ça. Ça glisse. Comme elle, c'est-à-dire simple, très très, avec beaucoup d'humilité, et dans la construction, dans le travail, encore une fois dans l'artisanat. Et c'était un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Mais on se connaissait pas, hein. On se connaissait pas. D'accord. Oui. Mais en tout cas, mais elle avait entendu parler de moi, mais on se connaissait pas. Mais ça s'entend à la voix que vous êtes vraiment. Voilà, c'était un pur bonheur que vous avez partagé ensemble. Oui. Donc c'est un film de création Cybèle. Il faut pas oublier. C'est pas un film. Hein, oui, pardon. C'est une série audio. C'est ce qu'on appelle un podcast. Il y a 8 épisodes de création Cybèle. Oui. Voilà. Et c'est un roman de Joël Dicker. Qui est de 1983. C'est un jeune romancier quand même. Il est de 1983. Oui, il est très jeune. Oui. Ah, il est né en 1983. Oui, tout à fait. J'ai cru que le roman 83 ans, non. Oui. Il y a peut-être 83 pages. Mais non, il est de 83. Donc, je ne savais pas son âge. J'ai regardé ça tout à l'heure, justement. D'accord. En tout cas, c'est vraiment une série audio. Série audio à écouter. On ferme les yeux, on écoute, et c'est magnifique.
Et ça commence comment? Fin septembre, début octobre? Alors, j'ai pas les dates. Moi, je suis pas vraiment au courant, mais je sais que là, c'est incessamment sous peu. C'est fin septembre. Fin septembre, début octobre. Ça devrait être sur le site, sur l'application Cybelle. Après, je crois que c'est sur Apple, sur Deezer, Spotify. Voilà, ça sera après un peu partout. La totale. La totale. Voilà. La totale. Alors, votre actu au théâtre, Des plans sur la comète en tournée, donc en France, dans toutes les villes, pour l'instant, région parisienne. Et puis, de toute façon, à mon avis, ça sera mis sur les réseaux et tout ça, en mettant les villes. Oui, bien sûr. Ça va s'annoncer, ça va s'annoncer. Le film audio, sortie prévue, donc fin septembre, début octobre, La disparition. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir aussi? Je vous en ai parlé au début. Là, je suis en train d'écrire Et ça, c'est la surprise pour 2022? Ouais, j'ai pas la facilité d'écriture quand même. De tout ce que je fais, c'est ce qui m'est le plus difficile. Mais j'espère. Allez, 2022. 2022, oui. Et puis surtout le fameux film dont je vous ai parlé et qu'il faudra aller voir. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. On n'en dit pas plus et vous nous préviendrez dès que ça sort, dès tout ça, et là en avant-première. Merci Jérôme, je reviens avec vous, on va parler de livres de la semaine. Je peux déjà vous donner la distribution. Elle n'est pas sûre à 100%. Non, 98%. 19%. Il y a Didier Bourdon, Caroline Anglade, Vincent Dezania et ça y est, j'ai un trou. Et voilà. Beau casting déjà. C'est quand même, avec Didier Bourdon, vous avez dû bien vous amuser. Oui, je crois. Oui, Didier, on s'est connus au conservatoire, donc on a beaucoup de... C'était la même équipe. Je ne faisais pas partie de leur équipe, mais oui, on faisait partie de la même bande. Ouais. Voilà. Et là, de se retrouver, ça va être très sympathique. Ça va être très sympathique, mais on s'est déjà retrouvés. On a joué ensemble Jo, une pièce de théâtre. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais là, de se retrouver là encore... Là, ça va être, on ne se quitte plus. Quelque chose. On ne se quitte plus. Non. Vous aimez lire, justement, je pense. Vous aimez lire. Oui, j'aime lire, oui. J'avais pas compris la phrase. Voilà, vous aimez lire. Donc, Robert... Il y avait des mots, mais c'était pas... Oui, mais parce que j'ai le micro qui est... Ça arrive, voilà, c'est ça. Arrive. Robert va nous parler des livres de la semaine. Alors... On va parler déjà d'un premier livre qui va finir en film, de Lionel Ginali, qui s'appelle Philippe Chica, un destin brisé. C'est l'histoire d'un Africain qui tombe dans le... On parlait justement de l'époque Mitterrand, etc., mais qui va... On va en parler plus d'ailleurs quand le film sortira. Tout à fait. Le livre. Et puis après, il y aura le film qui va, mais déjà le livre qui va sortir au cinéma aussi. C'est en pleine discussion. C'est un très très bon film sur justement sur le livre, et le film sera justement sur l'histoire un petit peu ce côté Afrique, mais avec la politique du cinéma. C'est ça va être tout un système. Il y avait déjà eu un livre sur la politique, pas la politique, mais la drogue au festival, et là c'est vraiment plus politique avec un petit peu de racisme. C'est très intéressant. Très intéressant avec ce racisme aussi dans les années 80, avec les films qui viennent d'ailleurs, et c'était pas toujours évident. Donc c'est un très très bon film. J'ai eu d'ailleurs l'auteur cet après-midi, et la façon dont il m'a expliqué tout ça... Monsieur Niali. Ça va être très très sympa. Ensuite, il y a un salon, un gros salon, qui est le salon du livre, à Cône-sur-Loire. Ce sera le 17, 18 et 19 septembre. Donc ça, c'est important. Et on va parler aussi d'un auteur, j'en ai un petit peu parlé la semaine passée, qui a sorti un livre sur Joséphine Baker, qui est formidable, qui s'appelle Emmanuel Bonini, et là, qui vient de sortir un livre qui va intéresser, je pense, beaucoup de gens, puisqu'il normalement, il aurait dû avoir 100 ans. C'est le véritable Yves Montand. Il sort demain. Demain. Aux éditions Pygmalion. Voilà, exactement. Et bien, pour la peine, nous allons appeler Emmanuel Bonini en direct, justement. Je voudrais que la régie téléphone à notre cher Emmanuel. Et on fait sonner justement, et on va parler justement de ces il y a 3 livres, il a aussi parlé de l'Olympia aussi, avec le Doudou. Oui. Très très beau livre sur l'Olympia, avec les coulisses. Bonsoir Emmanuel. Emmanuel Bonini. Allô. Allô. Emmanuel. Allô. Oui Emmanuel, comment vas-tu? Oui, comment vas-tu? Bonsoir Emmanuel. Ça va, merci. Alors, bonsoir à tous. Je vous regarde depuis tout à l'heure et je vous écoute. Merci. Donc en fait, tu nous regardes aussi en plus, t'es en direct et tout. C'est du bonheur.
Donc, écoute, tu as sorti plusieurs livres dernièrement. Ben non, enfin il y a Joséphine Baker c'est une réédition de Joséphine Baker. Oui, c'est vrai que j'ai sorti au début de l'année. Il y a une réédition de Joséphine. Ça c'est un Joséphine, c'est un livre qui m'avait mené chez Bernard Pivot pour mon premier bouquin. J'ai eu cet honneur quand même. Et j'avais fait, je suis un fou, il faut savoir que je suis un fou. À 10 ans, j'étais fou amoureux de Joséphine Baker. J'en ai 56. Ça s'est calmé. Mais j'en ai fait quelque chose quand même. Je l'ai donné à connaître, bien avant tous ceux qui essaient de la récupérer aujourd'hui. Bon, bref. On va pas être négatif. Allez, hop. Allez. Dis-moi tout. Et puis, tu as écrit aussi un livre. Bonsoir à Jérôme Angers, parce que j'aime beaucoup ça. C'est ce que j'allais te dire. J'aurais te dire. Voilà. Nous avons Jérôme à côté de nous. Il est beau, il a de la classe, j'ai vu son émotion tout à l'heure. Ça, c'est magnifique. D'être ému, de garder cette sensibilité, c'est ça, être artiste. Voilà, c'est la capacité de pleurer aussi. Merci. D'être ému, d'être surpris. Non, mais vraiment. En plus, il était beau comme un dieu. Avec Maria Paco dans Docteur Sylvestre. J'étais petit, je regardais ça. Voilà. Enfin, j'étais plus jeune. Allez, j'étais pas petit. On va être gentil. Là, je vais casser les pattes, là. Non, mais vraiment, il y a beaucoup de classe. Quelqu'un qui a de la classe. Voilà. Merci beaucoup. Même si mais parlons de votre livre. Allez, on va parler de Alors, Emmanuel, juste une chose. Donc, tu avais sorti un livre Doudou avec l'Olympia, les coulisses de l'Olympia. Après, ça, c'était les mémoires de l'ancien régisseur. Tout à fait. Donc, il y a un très très beau livre. On ne parlait que de cette année. Et alors maintenant, il y avait donc justement Joséphine Baker. Et là, maintenant, le petit dernier, c'est Yves Montand. Ah ouais, c'est pas un petit. Il fait quand même 530 pages. C'est un petit dernier. Façon de dire, mais c'est 3 ans de travail. Là aussi, j'ai rencontré plein de monde. J'ai vu Jacques Weber, j'ai vu Marianne Dietry, j'ai vu Marianne Jaubert, j'ai vu Mélène de Mongeau, j'ai vu plein de gens, plein de gens. J'ai eu accès à son dossier aux renseignements généraux. J'ai été partout là, voilà. Enfin, j'ai enquêté. J'étais à Auteuil-Autouillet en Normandie. Oui, non, là-bas, j'ai pas été. Mais non, je t'en ai parlé. Oui, bien sûr. Non, mais par contre, il y a tout un chapitre. On apprend plein de trucs sur parce que c'est la maison des amis comédiens. Il y avait Perrier, François Perrier, il y avait toute la clique. Ils étaient tous là. Ils sont tous dans ce coin-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur Yves Montand, quelque chose quand tu as écrit ce livre? Qu'est-ce qui t'a plus marqué de le marquer dans le livre? Je le connaissais pas, Yves Montand, je le connaissais pas, mais à chaque fois on me propose des sujets, parce que moi j'ai commencé à écrire une bio de Joséphine Baker, j'avais pas envie de continuer dans les bios, et puis ça s'est trouvé comme ça, mais j'ai fait aussi des romans. Mais on m'a proposé plusieurs personnalités qui m'ont Sardou, des gens comme ça. J'ai dit qu'est-ce que j'allais servir la soupe à des cons qui vont te faire des procès après. Bon, c'est pas la peine. Non, mais alors mais Montand, c'est intéressant. Tu peux pas dire ça. Voilà, tu peux pas dire ça. Montand, non, entre autres. Ouais, je peux le dire, parce que quand vous savez, les gens ne savent pas toujours qui ils admirent, voilà. Non, mais Montand, c'est très intéressant parce que il a traversé le siècle, il est à la croisée des bouleversements politiques. Et il vient d'une famille de communistes, un père communiste, et il est tombé dedans, dans le chaudron, à son insu, et il s'en est beaucoup voulu par la suite. Et parce qu'il levait quand même le poing plus haut que la jambe, mais après il s'est rendu compte de ce qu'était le communisme. Il a fait Amende honorable, mais il en a fait des tonnes, avec la Z, l'aveu, tout ça, tous ces films-là. Et je trouve qu'il est très émouvant là. Il est très émouvant aussi. C'est quelqu'un de très émouvant. Bon, il a ses zones, j'allais dire d'ombre. J'aime pas ce mot parce que zone d'ombre, il y a pas d'ombre et de lumière. On est ce qu'on est. On n'est pas ceci ou cela. On est ceci et cela. Et il faut faire avec. Nous comme les autres. Nous comme les gens célèbres ou pas célèbres. Je veux dire, voilà, on avance dans la vie avec nos handicaps et nos Moi, ce que j'ai découvert plein de trucs, mais ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'une journaliste qui avait recueilli les confidences de la sœur de Montand. La sœur lui avait dit de pas le dire, mais quand ils étaient petits... Allô ? Oui, je t'entends. On t'entend. Oui, alors quand ils étaient petits, à Marseille, ils mangeaient vraiment de la vache enragée, et des fois ils avaient tellement rien à manger, même pas de la vache enragée, ils mangeaient l'herbe du jardin, comme les poules, quoi. Voilà. Ça, ça marque, ça. Comment, c'est marquant. Mais, moi, ça me surprend pas. Moi, je viens d'un petit village corse et tout. Avant, c'était comme ça. Je veux dire, tous les paysans, il y avait des petits pauvres. Il n'y avait pas Yves Montand qui a souffert. Mais lui, il a transformé ça. Et il
de ces traumatismes, il en a fait un grand éclat de rire parce qu'il était tout le temps en train de déconner. Hein. En même temps, c'était un blagueur, puis en même temps, c'était quelqu'un de très anxieux. Quelqu'un de très anxieux qui n'était pas apte au bonheur non plus. Il n'était pas. J'allais pas le comparer à. Oui. C'était pas toujours évident. Non, mais c'est une personnalité qui est très complexe, très très complexe. Et c'est ce qui rend ce qui fait les dessinées les plus riches, je trouve, je pense. Bien sûr. Hein, il faut être multiple pour étonner, pour surprendre. Je pense. Mais tu as Après, raison. on peut être aussi quelqu'un de bien sans être multiple. On peut être simple aussi, être très très bien aussi. Être soi-même. Et voilà. Être soi-même. Et pour la petite anecdote que je t'avais dit, justement, Yves Montand adorait regarder les étoiles quand il était en Normandie, surtout aussi à Auteuil-Touillet. C'est plein de souvenirs que j'ai avec lui. En tout cas, c'était une belle étoile et elle nous surveille et il aurait eu 100 ans cette année. 100 ans. Voilà. Oui, 100 ans au mois d'octobre, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Comme ça fuse. C'est fou. Et nous envoûte toujours. Emmanuel, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux poser une question justement à notre invité, Jérôme Angers? Jérôme Angers. Comment Oui, j'aimerais bien savoir comment s'est passée sa collaboration avec Maria Pacôme dans Dr. Phil. C'était... Parce que c'est un volcan, Pacôme. Hein. Oui. Bah, j'ai adoré cette femme. C'était un bonheur. C'était. Je l'adore. C'était la je suis fête. content d'entendre ça. C'était la fête en permanence. J'aurais plein d'anecdotes à raconter. C'est-à-dire, elle cachait pas derrière son rire, elle cachait pas autre chose. Il n'y avait pas une tristesse, il n'y avait pas une. Si, mais j'ai pas envie d'en parler. C'est pas. Oui, non, ça, je suis d'accord. Je comprends. Là, j'ai regardé La Bonne Anna. Moi, je connais ses failles. On en a parlé parce qu'on se parlait beaucoup et je connaissais ses douleurs. Je l'ai senti. C'était vraiment une femme qui souffrait et qui avait des grosses douleurs. Mais c'était. Je l'ai senti, ça. C'était la fête. Vous avez vu cette pièce, Le Don d'Adèle? Vous l'avez vue? Oui, il y a très longtemps. Le Don. Oh, extra. Elle est sur YouTube, là. Moi, je la regarde. Alors, mais elle était folle alliée. Mais j'adore. Quel dommage, j'ai pas connu cette bonne femme. Moi, je l'adore, c'est dans la crise. Je l'adore, c'est dans la crise. Tes problèmes avec ta mère, tes problèmes avec ton père, tes problèmes de famille, j'en ai rien à faire. En tout cas, Emmanuel, merci beaucoup. Plein de succès avec le livre Yves Montand. Est-ce que tu as une prochaine édition d'un nouveau livre aussi par la suite pour la fin d'année ou début de l'année prochaine? Un autre livre pour l'année prochaine? Oui. Oh, tu veux me tuer ou quoi? Non, pas du tout. Allez, dis-moi tout. Je sais que tu en as déjà un. Allez, donne-nous. Il faut me laisser digérer celui-là. Hein. C'est vrai. Non, mais j'ai un gros truc. Oui, j'ai un gros projet pour l'année prochaine, mais je préfère pas en parler. On en reparlera. C'est un livre histoire. C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. D'accord. Mais on en reparlera avec grand plaisir de te faire venir justement. Toi aussi, t'es un type formidable. T'aimes les gens. Tu aimes les gens. Ça, c'est ton secret. Tu aimes les gens. Merci. Je suis très touché à décider. Non, ça paraît être touché. Tu le sais. Merci. Comme ça. Bon, je suis moi-même. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Emmanuel Bonini. Emmanuel, voilà, donc très touchant. Tu vois, voilà. Et puis maintenant, c'est à moi qui m'a fait pleurer. Oui, voilà. Tu vois, chacun son tour. Voilà. Alors maintenant, on va se retourner vers Robert. Maintenant, c'est à ton tour aussi. Alors, on t'aime. Bon, j'essaie de pas vous faire pleurer. Bon. Non. Avant de parler avec toi, Robert, on va faire la revue de presse parce que donc ça c'est important. Juste, on parlait du festival, du salon de Cosne-sur-Loire. Vous avez Annie Castro et les célébrités, 70 personnes. Voilà, vous pouvez retrouver Annie Castro tout simplement sur les réseaux. Elle vous répondra avec grand plaisir. Des livres magnifiques. Là, sont un des derniers aussi. Donc, l'astrologie des célébrités. Merci, Annick. J'ai reçu un livre, ce qui m'a beaucoup touché, de Paul Elkarat, préface de Jean-Luc Reichmann, ma 153e victoire. C'est un autiste. On l'a tous connu au 12 coups de midi. Voilà, c'est juste magnifique. Il est sorti là, fin août. Lisez-le. Il se lit vraiment une belle aventure pour un enfant autiste. Alors après, on parlait de cinéma tout à l'heure. Vous avez le dernier de Première, Sacrée Couverture. Oui. Voilà.
Après, on a justement Dune dans Teaser, voilà, donc qui vient de sortir. Ça, c'est un bonheur. Je suis content de retrouver ce petit magazine qu'on avait tous dans le sac, hommes, femmes, mode d'emploi. C'est l'officiel des spectacles. Ça, c'est bon, ça, parce qu'on y va avec le fluo, on entoure et tout, on appelle. Et ils ont mis de la couleur. Voilà, en tout cas, ça, c'est top. Je voudrais remercier aussi Le Point, qui a fait un magnifique ouvrage sur Jean-Paul Belmondo. Vous avez Paris Match, inédit, vraiment Paris Match, super, notre bébelle. Après, vous avez justement... Oh, mais il y en a plein de choses. Michel Singh, donc alors là, c'est le Dr Good, hein, voilà. Il vous explique surtout une rentrée zen, ça fait du bien aussi, parce que là, il faut attaquer l'hiver. Le patrimoine, alors là, Stéphane Bern, toujours aussi magnifique sur ses livres. Vous avez le patrimoine, il y a d'autres choses aussi qui nous envoûtent dans ces parcours. Il nous raconte l'histoire de notre patrimoine français. Et je sais que tu aimes l'histoire. Oui. Et ben pour la peine, je t'offre le patrimoine. C'est très gentil. Voilà, avec grand plaisir. Et puis après, l'actu du Parisien aujourd'hui. Vanessa Paradis, le track de sa vie avant ses débuts au théâtre. Oui, elle a eu le track et tout ça. Bon, puis après, il y a le pouvoir d'achat. Ça, c'est autre chose. C'est la flambée de la pompe. Non, ça s'appelle le prix de l'essence. Voilà, merci beaucoup, le Parisien. On continue. Merci. Robert, je t'explique. Oui. Dis-moi tout. Allez. Alors, avant de parler d'un nouveau festival, parce qu'il y en a, et c'est encore possible, et heureusement, d'un festival de cinéma, j'ai une question à vous poser. Pour vous, quel est le plus grand film du cinéma américain? Aïe, le truc. Alors, on va dire de notre époque, tiens, pour... Je sais pas répondre. Là, je suis en train de faire tous les films dans ma tête. Il y en a tellement. Ou réalisateur. Je sais pas. Je vais pas répondre Spielberg, c'est tellement convenu. Scorsese. Martin Scorsese. Ah oui. J'ai pas de réponse. Je suis bloqué là. C'est vrai? I am blocked. Alors en cinéma français? Vous avez décidé de me faire souffrir. Ogre. Ah voilà, voilà. Récent, voilà. Ogre. Hein? À voir. Et oui, prochainement dans les salles. Prochainement dans les salles. Et elle joue divinement bien, Anna. Tout à vraiment fait. Superbe. Alors le festival du cinéma, c'est le premier festival du film français. Oui. Qui sera du 21 au 25 juin 2022. Et je crois que l'animateur, on le connaît, s'appelle Frédéric Julien, c'est ça? Le maître de cérémonie. Oui, voilà. Il me semble qu'on le connaît. Ça me dit quelque chose. Oui, voilà. Frédéric, comment? Julien, je crois, un truc comme ça, oui, voilà. oui. Mais avec un C comme caractère. Il fera le maître de cérémonie. Voilà. Il était peintre en bâtiment, non? Mais oui, avant oui. il est venu. J'ai eu plusieurs métiers. En tout cas, oui, je suis très content d'être l'animateur officiel. Avec une super présidente. Avec une super présidente, justement. Vraiment, je suis très content de travailler avec Valérie. Valérie Tullier. Voilà, Valérie Tullier, qui est une femme adorable. Une belle rencontre. Et on a plein de choses à montrer donc l'année prochaine. Et justement, Jérôme, bien sûr, tu es invité. Il y a d'autres personnes. Merci beaucoup. Voilà, je suis pas le seul. Ah non, t'es pas le seul. Mais en tête d'affiche, tu seras peut-être. T'inquiète pas. En tout cas, voilà, Anna est invitée. Il y a beaucoup de. Avec plaisir. Voilà. Ah oui. Donc ça sera le premier festival du film français, à ne pas confondre avec un premier festival du film francophone. Ouais, voilà. Voilà. Donc, je crois que vous faites aussi un hommage au. Et donc justement, pour revenir à ça, ce festival sera exactement en hommage à Jean-Paul Belmondo. Et il le mérite. Il le mérite grandement. On aura, nous aurons Claude Lelouch, nous aurons Valérie Perrin aussi. On aura, enfin bref, ça sera une belle surprise et un très beau festival. J'ai hâte d'être en juin 2022. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Robert. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours un bonheur. Et pour la deuxième émission, ça m'a fait très plaisir de travailler encore avec toi, parce que ça coule de source, comme tu dis, Jérôme. Oui. Hein. Voilà. Alors, Jérôme. Oui. Dernière question. Quelques questions. J'ai peur. Non. Alors, vous connaissez le questionnaire de Proust? Oui. Bon, la Madeleine aussi. Oui. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire une Madeleine, mais je vais vous demander quelques... Je ne vais pas les faire toutes les questions. Non. Mais si vous étiez une fleur. Oh. Je sais pas. Une marguerite. Une marguerite?
Pourquoi vous aimez Colchic dans les... Non, ça m'est venu comme ça, parce que Rose est arrivé, mais je me suis dit non, c'est trop commun. Tout le monde répond Rose. Non, Marguerite, voilà. Marguerite. Oui. C'est mignon, Marguerite. Oui, ça n'a aucune prétention. La couleur que vous préférez? Ah, j'ai pas de couleur préférée, j'aime toutes les couleurs, y compris le noir et le blanc, qui n'en sont, paraît-il, pas. Oui. Je ne sais pas, mais non, j'ai l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel? Oui. C'est gay. Enfin, ça dépend comment on l'écrit. Oui, non, mais il n'y a pas de connotation dans ma tête, c'est juste, voilà, toutes les couleurs sont belles. Toutes les couleurs sont belles. Toutes les couleurs sont belles, voilà. Votre auteur favori, Oh là là. Alors, il y a un auteur, mais en fait, j'ai lu un livre qui m'a scotché, mais parce qu'il m'a parlé beaucoup, c'est Jodorowsky. Oui. Et il a écrit Gagner la guerre. J'ai adoré ce livre. Parce que le personnage central est un ruffian, sans aucun état d'âme, absolument à la fois honnête et malhonnête, comme je les aime, et c'est truculent, c'est superbe. C'est le dernier truc qui m'a vraiment scotché. Après, il y a d'autres auteurs, il y en a une en particulier, c'est Elena Ferrante, parce que bon, si on connaît mon attachement pour l'Italie, c'est absolument magnifique. Vous, c'est l'Italie, et oui. Alexis de Sceaux, c'était le côté russe, justement, oui. puisque par son père. Donc en fait, on revient toujours à nos ancêtres, à nos Alors moi, j'ai pas d'ancêtre nos racines. italien. Officiellement, je n'ai pas d'ancêtre italien. Mais un petit peu quand même. Par contre, j'ai des enfants. Des enfants italiens. Voilà. Et a priori, ils m'écoutent d'ailleurs. On les salue, on leur dit plein de bonheur justement en Italie. Tanti baci, amore. Oh, on fait en même temps, c'est génial. Alors, quelle est votre devise? J'en sais rien, j'en ai plusieurs. J'ai pas de devise, mais il y a des phrases qui percutent en moi. J'en ai dit une tout à l'heure, c'est tout est écrit pour qui sait lire. Exactement. Premièrement, là, il y en a une autre, c'est... c'est l'euro. C'est l'euro. Non, j'en ai une autre que j'aime beaucoup aussi, c'est le courageux ne raccourcit pas sa vie, le peureux ne la rallonge pas. C'est un proverbe arabe. Voilà, ça fait partie des choses. Je vous parlais tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. Ce sont des phrases qui me parlent. Bien sûr. Parce qu'on a toujours peur quand on tente quelque chose. On a peur. Donc, il faut vaincre ça, il faut aller la dépasser, et pas faire n'importe quoi. Oui. Et ces petites phrases-là me parlent. Et voilà. puis, confiance en soi, et au fur et à mesure, on avance. Confiance en soi, oui. Ça, si on peut. Qu'est-ce qu'est le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est de continuer à apprécier ce que l'on a. Je crois qu'à partir du moment où on désire autre chose, c'est qu'on passe dans l'envie et dans la frustration. Le bonheur, c'est vraiment d'apprécier ce que l'on a. Je ne dis pas de se contenter de ce qu'on a, mais d'apprécier ce que l'on a. Et de toute façon, je crois que le bonheur est en soi. Exactement. Et il n'est pas ailleurs. Et on le partage? Donc, bien sûr. C'est important. Quand on parlait tout à l'heure, des gens sont sympathiques avec vous, mais vous êtes sympathique avec eux. Si vous envoyez une image négative, ils seront négatifs. Voilà. Faut pas se faire des plans sur la comète. Hein. Voilà, exactement. Donc si vous êtes souriant, regardez Belmondo. Il a une carrière souriante. Pourquoi? Mais finalement, parce qu'il était souriant. Il est souriant. Voilà. Mais vraiment, je le pense vraiment. C'est vrai. Ça n'est pas que ça, on est d'accord. Mais je crois que ce qu'il donnait aux gens, ce qui lui rend bien maintenant, c'est ça, c'est ce sourire, cette générosité-là. Exactement. C'est beau ce que je viens de dire. En tout cas, Jérôme, je vous offre le petit livre des confidences de l'art du bonheur. Vous pourrez y mettre merci. Vos prochains écrits. D'accord. C'est à moi de les mettre. Bien sûr. Moi, je vous dis l'art du bonheur, et après, vous y mettez tout votre amour. D'accord. Voilà. Il n'y en a pas assez, là. Mais non, mais il y aura le prochain tome à la fin de l'année. D'accord. Donc voilà, en tout cas, votre actu au théâtre, Des plans sur la comète. Des plans sur la comète. Une tournée en France. Après, le film audio, c'est pas un film, c'est une série audio sortie, prévue fin septembre, début octobre, La disparition à suivre.
Franchement, c'est top. Et à écouter avec divinité. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir accepté notre invitation sur 20 heures le bonheur. C'était un bon partage, un bonheur de vous recevoir. Un plaisir. Voilà. Et on se dit à très très bientôt, en tout cas, ensemble et sur d'autres plateaux. Merci à Caroline, l'attachée de presse, c'est Caroline Espinas. Franchement, merci beaucoup de ta bienveillance. Merci Robert. De rien, c'est un plaisir toujours. Et merci à la régie Philibert. Important. Merci chers auditeurs. Et surtout, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis sur 20 heures le bonheur. Prenez soin de vous. Je vous dis à mardi prochain et ciao ciao ciao.